Buongiorno a tutti. 2 personnes ont été blessées dans un accident de la circulation ce jeudi à Figari en Corse du Sud, plus précisément sur la route de l'aéroport. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont pris en charge les blessés dès leur arrivée sur les lieux de l'accident, dont les circonstances n'ont pas encore été précisées. Les victimes ont été transportées vers l'hôpital de l'Ospedale. La vedette ayant coulé le 7 août dernier en plein cœur de la réserve naturelle des Bouches de Boulivaggio au large de Rocapine a été renflouée avec succès depuis un fond de plus de 50 mètres et évacuée vers Propia. C'est ce que nous apprend la SNSM Propia dans une communication en précisant que cette intervention fait suite à l'injonction de la préfecture maritime de Méditerranée de retirer l'épave. Toujours selon la SNCM, cette opération exceptionnelle a été conduite sous l'autorité de la compagnie d'assurance, de l'expert maritime, des différents services de l'État et de plusieurs partenaires et avait pour objectif de mettre fin à une atteinte environnementale majeure. En politique, nouvelle session de l'Assemblée de Corse aujourd'hui et demain à Ajaccio au chapitre des discussions, les questions orales avec fièvre catarrhale et médiation familiale. Lors des débats, on abordera la thématique de l'hébergement d'urgence, mais nul doute que la nomination du nouveau gouvernement sera au cœur de cette session de rentrée. Ce mercredi, un séminaire portant sur le harcèlement scolaire était organisé à Corti sous l'égide du rectorat de la Corse. Ce fléau touche notre île, comme toutes les autres régions, à tous âges. Sur 102 signalements de harcèlement scolaire répertoriés en 2023 par le rectorat, 3 ont connu des suites judiciaires. Autrement dit, si la grande majorité des cas de harcèlement scolaire signalés ont pu être traités en interne, une poignée de cas étaient suffisamment graves pour nécessiter de faire appel à la justice. C'est notamment pour cela qu'une convention entre le rectorat et les parquets d'Ajaccio et de Bastille ont été signés. Alors que nous écouterons le procureur de la République de Bastille, Jean-Philippe Navarre, ultérieurement, le recteur d'Académie de Corse, Rémi François Paolini, est revenu sur cette problématique cruciale et multiforme. L'avènement des réseaux sociaux est venu alourdir et complexifier le harcèlement scolaire. On écoute Rémi François Paolini. Alors il y a eu des premières actions très importantes qui ont été mises en place l'année dernière dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme phare, qui est un programme national. Ça s'est traduit dans l'Académie de Corse par des formations de nos équipes d'enseignants, de nos équipes, de nos personnels, et y compris d'élèves, parce que nous avons des élèves référents harcèlement dans nos établissements. Ça nous a permis de traiter un peu plus de 100 cas l'an dernier. Heureusement, des cas qui ont été traités très rapidement avec des actions de harcèlement qui ont été stoppées. Nous avons eu aussi 3 cas graves qui ont donné lieu à des suites judiciaires. Aujourd'hui, l'importance de ce séminaire, c'est d'élargir l'approche avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels. La justice, avec la signature tout à l'heure d'une importante convention de partenariat, les forces de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale, qui ont des référents dans nos établissements, le milieu aussi médico-social et sanitaire, car il y a des troubles à accompagner, des situations à prendre en compte sur un terrain qui peut être médical, et le travail aussi avec la collectivité de Corse et les équipes. Voilà, donc on ouvre un nouveau chantier, un second chantier pour améliorer et renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Justement, cette convention avec les parquets d'Ajaccio et de Bastia, qu'est-ce qu'elle va donner de votre côté ? Elle va donner de la fluidité, de la rapidité, de la réactivité à notre dispositif. Parce que ce qui est très important, c'est de traiter le plus rapidement possible les situations de harcèlement. Trois piliers, la prévention, nous sommes très engagés déjà dans ce domaine-là, la détection, il faut libérer la parole et l'aider à se libérer, et le traitement. Et cette convention, ça permet, avec les contacts, la désignation de référents, les acteurs qui vont se connaître et qui vont travailler ensemble et se réunir, de traiter plus rapidement les situations de harcèlement. Justement, comment sont formés les personnels à la fois pour détecter les signaux faibles, mais aussi pour les pousser au signalement quand cela se justifie ? Eh bien, nous avons des ateliers, des formateurs spécialisés, puisque nous déclinons un programme national, le programme phare, qui vont dans les établissements, dans certains cas, qui réunissent aussi les personnels ou les élèves dans d'autres cas, avec à la fois la présentation des dispositifs et puis aussi des réflexes très pratiques pour repérer notamment les signaux faibles. Le plus difficile, c'est de détecter une situation de harcèlement pour prendre en compte tous ces signaux-là et aider l'enfant à parler, à se libérer et pour pouvoir traiter sa situation. Le vrai changement par rapport au harcèlement scolaire d'il y a 20 ans, par exemple, c'est l'avènement des réseaux sociaux avec TikTok, Snapchat et d'autres réseaux sociaux où peuvent se passer des insultes, des menaces, du harcèlement scolaire tout simplement, même hors les murs de l'établissement scolaire. Comment vous faites pour juguler cette problématique qui, quelque part, touche l'école sans la toucher parce que ça se passe aussi hors les murs ? Alors là, vous touchez justement à un point crucial, c'est que le harcèlement scolaire, il tend à sortir maintenant de l'école avec ces réseaux sociaux, et c'est ça justement qui justifie qu'on travaille davantage en partenariat avec la justice et les forces de sécurité
pour pouvoir notamment couper l'accès à certains réseaux, avoir aussi des actions de bannissement des réseaux pour les harceleurs qui sont détectés. C'est tout un travail complémentaire que l'on fait en lien avec nos partenaires. Un dernier mot, lorsqu'un élève a un comportement problématique identifié et qu'il est le harceleur identifié d'un ou de plusieurs élèves, comment vous faites pour stopper ça? Est-ce que vous le changez d'établissement parfois? Est-ce que ça vous arrive? Alors c'est une mesure qui est maintenant possible et prévue par les textes et je vais vous dire, elle a déjà été mise en œuvre dans l'académie. Il y a un renversement de la logique, comme dans les violences intrafamiliales où ce n'est pas à la victime de quitter le domicile conjugal. Désormais, ce n'est pas à la victime harcelée de quitter l'établissement, c'est au harceleur de partir. Un dernier mot, comment on jauge chez les personnels la limite entre la taquinerie et le harcèlement au final? Parce que parfois, ça peut être sujet de débat. C'est vrai, c'est toute l'approche de la définition et du harcèlement. En réalité, il faut prendre en compte ce qu'est le ressenti de l'élève, de la victime, les incidences que ça a sur lui. Et d'expliquer cela, de libérer cette parole-là, ça fait aussi prendre conscience à des camarades qui peuvent être harceleurs de la gravité de leurs actes, en tout cas les incidences, les conséquences de gestes qu'ils ne mesurent pas forcément. 47, c'est le nombre de mineurs reçus dans le cadre d'un parcours judiciaire depuis le début de l'année 2024. Le chiffre est glaçant et il évoque les mineurs victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. En Corse, les violences sexuelles sur mineurs représentent 34% des cas, les violences intrafamiliales également 34%, le harcèlement scolaire 17% et les violences extrafamiliales 15%. Ces chiffres ont été précisés lors de l'inauguration officielle ce mercredi à l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Ce lieu permettra de prendre en charge la souffrance de l'enfant dans sa globalité. La parole est ainsi recueillie dans un lieu sécurisant, protecteur, en respectant de nombreuses précautions. De plus, l'enfant n'aura pas à répéter aux différents professionnels, policiers, gendarmes, médecins, ce qu'il a vécu, puisque ces mêmes professionnels l'entendront en un même lieu. On écoute Marie-Hélène Lessen, directrice de l'Agence régionale de santé de Corse. L'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, en fait, c'est une organisation qui repose sur un projet qui est porté à la fois par l'autorité judiciaire et l'autorité santé. En fait, dès lors qu'on identifie un mineur victime de maltraitance, de violence, ça permet vraiment une prise en charge à la fois judiciaire et soignante dans un même site avec une qualité d'accueil qui garantit aussi un recueil dans la sérénité de la parole de la victime mineure et d'enclencher très vite, si vous voulez, des soins pour permettre aussi d'atténuer finalement le traumatisme induit par la maltraitance ou la violence subie par la victime. Donc c'est vraiment cette logique qui est favorisée. Donc là on est sur une unité qui est régionale, portée par le CH d'Ajaccio, qui aura une antenne dans le service de pédiatrie du CH de Bastia et à Porto-Vecchio, donc pour permettre aussi une qualité, une proximité dans les réponses. Et puis par ailleurs, l'unité a vocation à être un peu centre ressources, si vous voulez, un centre expert sur justement la prise en charge des enfants victimes de maltraitance ou de violence. Quelles sont les maltraitances dont sont victimes les enfants aujourd'hui en Corse ? Alors, on est assez peu atypique en fait. On retrouve les violences infrafamiliales, les violences sexuelles. Ensuite, on a le harcèlement scolaire et puis d'autres types de violences plus externes à la cellule familiale. Et donc, c'est vraiment les 4 catégories principales des constats qu'on peut faire aujourd'hui par rapport aux victimes que nous avons accueillies dans cette unité depuis le début de l'année. Ces enfants victimes de violences, on n'en entend pas beaucoup parler. On a l'impression que c'est un petit peu tabou parler de la violence sur les enfants. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment des statistiques qui sont terribles en fait, puisque les enfants sont victimes de nombreuses violences et c'est vrai qu'en même temps on n'en parle pas tant que ça. Et je vous rejoins sur ce constat et c'est pourquoi ce type de service aussi permet finalement, en professionnalisant l'accueil de la victime, ça permet justement d'offrir un cadre où on peut reparler à la fois des déterminants et donc du coup ça ce sont d'autres politiques publiques qui sont à l'œuvre, souvent interministérielles, mais c'est aussi comment on peut reparler à tous les acteurs finalement, du soin, de l'école, tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants, de les amener petit à petit à être davantage en capacité de repérer pour que très précocement on agisse.
Qui va intégrer en fait ce service? Il y aura des professionnels de santé, il y aura des gendarmes, il y aura des... Oui, alors donc sur la dimension, je dirais, de la chaîne judiciaire, ce sont forcément les services de gendarmerie ou de police qui peuvent être amenés à avoir recours à l'unité. Et puis après, c'est surtout une équipe pluridisciplinaire soignante qui constitue la réponse. Et donc c'est une dimension pédiatrique, mais il y a aussi une dimension psychiatrique. Et donc c'est vraiment cette équipe qui permet finalement d'assurer à la victime une première prise en charge qui est la plus sécurisée possible et qui enclenche très vite la réponse aux besoins en soins. Il y a aussi bien sûr des liens avec le secteur social, puisque s'il y a lieu de prendre des mesures par exemple de placement. Donc du coup c'est vraiment une coordination pluridisciplinaire qui garantit justement la qualité et la sécurité de l'accueil de la victime mineure. Ça nous mobilise, mais en même temps dans le quotidien des soignants, ce sont des situations qu'on rencontre. Donc le fait d'avoir des équipes qui se professionnalisent, c'est aussi plutôt une valeur ajoutée par rapport à l'exercice de sa pratique. Et donc du coup, c'est un petit peu comme assez souvent en Corse, on essaye aussi de monter en gamme en ayant des niveaux 3, des centres experts, pour pouvoir aussi, même si on a des ressources contraintes, favoriser cette professionnalisation. Et donc du coup, le fait d'être beaucoup plus habitué à avoir des pratiques adaptées à ces contextes difficiles à prendre en charge. Du côté du parquet, on est particulièrement mobilisé sur les questions de ces violences envers les mineurs. Que va apporter cette UAPED et comment l'autorité judiciaire va-t-elle intervenir en son sein? La réponse de Nicolas Sept, procureur de la République d'Ajaccio. Le principe de l'ouverture de l'unité pédiatrique a pour vocation de mieux prendre en charge les mineurs victimes d'infractions pénales. Donc il s'agit de tous les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, de violences physiques, de harcèlement scolaire, mais aussi de tout autre type d'infraction qui pourrait être liée aux problématiques de l'enfance. Donc c'est une unité qui a vocation à mieux appréhender leurs préjudices, y compris psychologiques. Et cette unité se cadre sur ce qui existe sur le continent, puisqu'il y a une unité en général par département. Voilà, donc dire que les enfants ici sont bien pris en charge, c'est la réalité, à la fois parce que les enquêteurs se déplaceront sur les lieux où les enfants seront pris en charge médicalement, voilà, dans le cadre de l'urgence, mais aussi sur rendez-vous. Donc tout enfant victime d'infraction, y compris dans le cadre des violences conjugales, victime indirecte, mais victime quand même, elles pourront évaluer, si je puis dire, dans l'intégralité de leurs préjudices psychologiques, physiques, au sein de cette unité avec des médecins, notamment un pédiatre, et tout autre médecin qui aura des spécialités dans le cadre des pathologies qui ont été détectées au moment de l'audition. Vous parliez de ces violences physiques, les violences sexuelles aussi, puis les violences psychologiques, elles sont souvent plus difficiles à détecter. Oui, par nature, puisque quand un enfant est victime de violences physiques, généralement c'est comme une femme victime de violences conjugales, on les voit immédiatement, le médecin les détecte. En revanche, tout ce qui est préjudice psychologique, y compris dans le cadre surtout sur les enfants, c'est plus difficile à évaluer. Donc l'objectif c'est d'avoir vraiment une qualité d'approche, médicale et judiciaire, pour pouvoir ensuite mieux appréhender le retentissement qu'il y a pu y avoir sur l'enfant, dans sa globalité, que ce soit physique ou psychologique. C'est quoi une violence psychologique sur un enfant ? Une violence psychologique, ça va être un enfant qui va être dans un mal-être, qui est lié par exemple à une situation de harcèlement qu'il va vivre par des réseaux sociaux. Ça peut être le fait qu'il vive mal la séparation de ses parents ou des violences au sein du couple. Et donc on va avoir un enfant qui va manifester, ce sont les médecins qui sont là pour le détecter, mais une attitude d'enfermement, de mauvaise alimentation, d'isolement. Et donc c'est toutes ces petites choses que les médecins sont en capacité de détecter dans cette unité et qui devraient permettre de mieux éclairer les tribunaux lorsqu'ils devront statuer sur les responsabilités des uns et des autres. Quelle est justement la réponse judiciaire qui peut être apportée à tout ça ? Ça dépendra des situations. Dans le cas des violences conjugales, comme vous le savez, l'enfant devient maintenant une partie au procès. C'est-à-dire que l'enfant qui est témoin de violence au sein du couple doit être considéré comme victime. On peut leur faire désigner un avocat lorsque une personne au sein du couple, la maman ou le papa, ne dépose pas plainte en son nom. Donc
cette unité aura vocation aussi à faire le lien avec l'association d'aide aux victimes, avec des soignants, pour lui offrir un parcours de soins au-delà de l'enquête pénale. Donc l'objectif, c'est d'avoir une structure qui concentre le recueil de l'information, permettant aussi, pourquoi pas, de saisir la cellule de recueil des informations préoccupantes de la collectivité de Corse pour engager un suivi ensuite en assistance éducative et donc faire le pont avec tous les acteurs de terrain qui gèrent la prise en charge de l'enfance en danger. 47, c'est le nombre de mineurs reçus dans le cadre d'un parcours judiciaire depuis le début de l'année 2024. Oui, alors c'est un chiffre qui est quand même significatif. On est sur une ouverture qui est officielle, on va dire, depuis le mois de mars. Et on a déjà beaucoup de mineurs qui sont passés dans cette unité. Alors, c'est bien parce que l'unité est aujourd'hui identifiée. Il faudra travailler avec les enquêteurs pour qu'ils l'identifient encore mieux. Mais en même temps, ça prouve qu'il y a un vrai besoin. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est que ces enfants qui sont pris en charge au sein de cette unité ont vocation à être mieux pris en charge qu'avant. Un succès pour l'ouverture de cette unité au service des victimes, des enfants victimes. Et j'étais en lien avec Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant, qui a beaucoup promu ces unités au niveau national, et c'est pour ça qu'elles ont été ensuite généralisées. Et elle y attache une grande importance, puisque c'est en faveur aussi de la prise en charge des enfants, dont on sait qu'ils sont souvent captifs ou en difficulté dans le processus judiciaire, ou parfois même oubliés. Est-ce que justement les magistrats, les policiers, les gendarmes sont suffisamment formés pour recueillir cette parole de l'enfant et pour la comprendre et l'interpréter? Oui, alors les gendarmes sont formés, les policiers sont formés. Maintenant, c'est la problématique de l'enfance en danger ou, de l'enfance prise en charge dans le processus judiciaire fait l'objet d'une formation spécifique avec des référents mineurs au sein des brigades de gendarmerie. Vous avez la maison de protection des familles aussi à Porto Vecchio, côté gendarme. Mais vous avez aussi des enquêteurs formés à la brigade des atteintes aux personnes, au commissariat d'Ajaccio. Donc, qui feront le lien et qui se déplaceront, qui disposeront d'une salle spécifique pour pouvoir enregistrer l'enfant sans que lui-même soit perturbé par le processus d'enregistrement. Une délégation du SDIS de l'Ardèche s'est rendue en Corse, plus précisément à Ajaccio, afin de faire une visite à leurs homologues insulaires. L'objectif de cette visite était de s'informer sur le système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours. Il faut préciser que ce dispositif, exploité par le SIS de Corse du Sud depuis 2024, a été le premier à être déployé au niveau national. Après un été en alerte, les plaques hydriques du Cap Corse, du Nebbio et de la plaine orientale vont mieux. En effet, selon la préfecture de Haute-Corse, les dernières pluies d'août et de septembre ont permis d'améliorer un nombre significatif d'indicateurs, même si certains restent encore fragiles. La situation des cours d'eau s'est nettement améliorée avec l'épisode orageux de septembre qui a entraîné une reprise forte des écoulements, ce qui marque la fin de la période d'étiage. Les précipitations de septembre ont également permis d'améliorer globalement le niveau des nappes phréatiques, même si une nappe sur deux présente encore un niveau bas. Le contraste entre les façades occidentales et orientales du département reste marqué, les nappes de la façade orientale ayant connu une recharge moindre. La situation s'est suffisamment améliorée pour lever les restrictions d'usage de l'eau en vigueur sur les plaques en question, hormis pour l'usage agricole où les restrictions en place depuis plusieurs semaines restent en vigueur. Le point sur ce dossier avec Michel Prozic, le préfet de Haute-Corse. Nous avons connu une année hydrologique à nouveau hors pair cette année. On a connu des valeurs records en matière de sécheresse. On a connu des valeurs records en matière d'absence de pluviométrie. Et on a connu une année record au niveau de la chaleur. On a eu des pluies en août, on a eu beaucoup plus de pluies en septembre. C'est la raison pour laquelle, au regard des indicateurs, avec des nappes phréatiques qui s'améliorent, avec des rivières qui recommencent à couler, avec des barrages qui se remplissent à nouveau un peu. Le choix qui a été fait, que j'ai fait avec l'ensemble des membres du comité de ressources en eau, c'est de lever les restrictions pour l'ensemble de la population et des opérateurs économiques qui étaient concernés dans 137 communes entre le Cap Corse, le Nebbio et la plaine orientale. En revanche, si l'eau potable et la situation de l'eau potable s'est améliorée, la situation de l'eau brute reste délicate et c'est la raison pour laquelle nous maintenons pour les agriculteurs des restrictions 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. On ne pourra pas irriguer en cette fin de saison dans le monde agricole, toujours pour le même territoire du Cap Corse, du Nebbio et de la plaine orientale. Il y a un allègement réel. Pour autant,
J'appelle chacune et chacun au plus grand civisme, parce que si nos indicateurs devaient à nouveau déraper, si on devait avoir des nappes phréatiques à nouveau en difficulté ou des rivières à nouveau en difficulté, je devrais reconsidérer obligatoirement la situation et peut-être potentiellement remettre en place des mesures de restriction. Donc civisme, économie d'eau, et l'année que nous avons vécue, qui est une année qui se répète parce que ça fait 4 ans que nous sommes en déficit de pluie, ces années nous montrent qu'il faut faire des économies absolument tous les jours. La meilleure manière de préserver notre ressource en eau, c'est de l'utiliser moins et donc de l'économiser. Les prévisions météo pour ce jeudi 26 septembre 2024 en Corse, il fait plutôt beau aujourd'hui en Haute-Corse et sur la façade occidentale de l'île avec du soleil, malgré quelques passages nuageux en Corse du Sud et plus particulièrement sur la côte ouest. Les nuages sont plus nombreux, même si le soleil sera de plus en plus présent à mesure que la journée avance. Toutefois, quelques gouttes de pluie localisées ne sont pas à exclure, même dans le courant de l'après-midi, notamment en montagne. Le vent souffle de 40 à 50 km/h essentiellement en Balagne et sur l'extrême sud. Ce vent sera plus faible par ailleurs. Quant aux températures, elles gagnent 1 à 2 degrés. Il fera jusqu'à 28 degrés cet après-midi du côté de Portivecchio, Corti, Bonivaggio, 27 à Bastia, Calvi, Isola, 26 à Ajaccio, Cervioni, 25 à Prunello di Fiumorbo, Propia, Pietralba, 24 à Vico, 23 à Sartè, Rugliano et 21 à Zicavo. Ce journal est terminé sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Vous écoutez la Radio Corse. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata et à dopo.